rapidement, parce que le temps malheureusement est déjà avancé, une conférence sur l'astronomie chez les Gaulois, vue par Camille Flammarion, philosophie, théologie, observation. Alors, cette idée de conférence m'est venue à la lecture de Histoire du ciel, qui avait été publiée chez Hetzel, qui était l'éditeur de Jules Verne. Jules Verne, qui d'ailleurs et Camille ne vont pas s'entendre du tout par la suite, ils sont devenus, on va dire, entre guillemets ennemis, ils ne s'aimaient pas du tout. Et donc, dans l'Histoire du ciel, Camille Flammarion développe cette histoire des Gaulois et de leur astronomie. Alors, il est publié en 1872. Là, il y a deux modèles de reliure. Il était aussi en bleu, percaline rouge, percaline vert, percaline bleu. Bon, sur des éditions de l'époque, avec des petites variantes. Mais c'est toujours des très beaux livres qui sont faits pour rêver, pour faire rêver les lecteurs de l'époque. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc, Flammarion a une vision cosmologique où l'astronomie et la religion sont intimement liées. Et il subit une influence assez forte, d'une part, la fameuse pluralité des mondes habités, et de l'autre, la migration des hommes vers d'autres corps célestes. Parce que dans son astronomie des Gaulois, il va nous dire que les Celtes, enfin les Gaulois, pensaient que lorsque nous décédons, nous allons vers d'autres planètes, se réincarner et ainsi de suite. Et là, il subit une influence de plein fouet d'un personnage que j'ai découvert tout récemment, qui est Jean Reynaud, dont j'ai acheté le bouquin, je l'ai enfin trouvé chez un antiquaire. C'est un livre très intéressant qui s'appelle Terre et ciel, publié en 1854, et c'est un livre dont l'influence auprès de penseurs de cette époque est importante. Il y a Flammarion, Kardec, et beaucoup d'autres. Et c'est un livre dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. L'auteur est un républicain, c'est un homme politique et un philosophe anticlérical, et il pense qu'après la Révolution française, il est temps de remplacer le dogme par une religion philosophique basée sur les découvertes de l'astronomie. Et il va mettre en place tout un système théologico-philosophique basé sur l'astronomie. C'est très étrange comme livre. C'est lui qui va défendre cette idée de la palingénésie, c'est la préexistence et la survenance de l'homme dans d'autres astres. Et il va aussi développer le néo-druidisme en France de manière très forte. Et Jean Reynaud a une influence même outre-Manche chez les mouvements néo-druidiques, parce que son livre va être traduit en anglais. Ensuite, on a Henri Martin, historien français auteur d'une histoire de France. Alors, Henri Martin, c'est un peu l'un des pères du roman national. C'est lui qui va décrire les Gaulois chevelus, etc., qui va aussi développer des idées sur la doctrine des druides, qui va calquer plus ou moins, c'est le pythagorisme grec, sans aucune... alors c'est pas un travail scientifique, on est dans une époque où la France, sous Napoléon III, recherche une histoire à opposer à l'Allemagne. Les Allemands font la même chose. En Allemagne, de l'autre côté du Rhin, ils développent un mythe avec un barde qui n'a jamais existé, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Et ce barde-là, c'est un peu l'équivalent allemand de notre Vercingétorix vu par la mode romantique de cette époque. Donc Camille Flammarion va recevoir cette influence. Et alors là, c'est extraordinaire, moi j'ai trouvé ça, vous devez connaître peut-être Louis Figuier. Louis Figuier, un très grand vulgarisateur de l'époque, il a écrit plus d'une centaine de livres, c'est un pourfendeur de médium, c'est un esprit rationaliste. Et à la mort de son fils, en 1871, il perd son fils suite à une grave maladie, eh bien, il va nous faire un livre qui est incroyable, Le lendemain de la mort, ou La vie future selon la science. Alors lui aussi, alors il va encore plus dur que tous les autres, non seulement il va dire que l'esprit humain, l'âme humaine se réincarne sur d'autres mondes, mais en plus, les morts terrestres s'incarnent dans le soleil. Et il va écrire, ça c'est fou, il écrit que la chaleur du soleil, l'énergie solaire, qui à l'époque on ignore totalement l'énergie nucléaire, donc on pensait que c'était une énorme centrale à charbon, ben lui il dit pas du tout, ce sont les morts qui, par leur union d'âme, génèrent l'étoile. Mais c'est complètement fou, parce que quand vous connaissez Louis Figuier,
Moi j'ai beaucoup de livres de lui, hein, il a écrit sur les locomotives, le rail, l'électricité, les découvertes de l'électromagnétisme. Il a été confronté à des médiums en France, il les a vraiment écharpés, et quand vous lisez ça, ça paraît fou. Alors je ne sais pas si Louis Figuier a renié ce livre par la suite, je ne sais pas, mais en tout cas il l'a écrit. Et à droite, vous voyez, il décrit toute l'astronomie de l'époque, les connaissances de son époque en 1871. Flammarion n'a pas encore publié l'astronomie populaire, hein. Là c'est plutôt Amédée Guillemin et Arago encore. Et donc cet homme-là, eh ben, il nous fait un bouquin mystico-théologico-astronomique. Donc c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. Alors revenons à Flammarion. Flammarion, comme toujours, a des idées souvent novatrices. Il pense que le monnayage celte, enfin des Gaulois, est un monnayage astronomique et qu'ils ont, ils ont consigné dans leur monnaie leur savoir astronomique. Et là, sur cette monnaie des Carnutes, vous voyez, à droite, vous avez une étoile avec des globules, et à droite, vous avez encore d'autres étoiles. Alors, cette idée que les Gaulois ont mis leur astronomie dans les monnayages est une idée qui est toujours débattue de nos jours dans les numismates, et ça n'a jamais été tranché. On ne sait pas si c'est vraiment des symboles astronomiques, parce que le problème des Gaulois, ils n'ont pas laissé d'écrits, il n'y a pas beaucoup d'écrits gaulois, on va le voir tout à l'heure. Les Gaulois avaient une tradition orale et ils n'avaient pas une tradition écrite. D'ailleurs, César le mentionne dans la guerre des Gaules, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait exact. Alors, comme vous le savez, hein, la plupart de nos régions de France sont des noms issus des anciens Gaulois. Par exemple, la ville de Saintes, c'est les Santonnes, etc. Donc vous avez à Soissons, c'est les Soissonnes, et tout ça. Donc tous nos noms en France, les noms toponymiques, sont souvent d'origine celte. Enfin, on dit celte aujourd'hui, on dit plus gaulois. Celte, voilà. Alors, que sont ces Gaulois? Eh bien, ils sont loin d'être les barbares dont nous repaisse le cinéma, et on est très 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 loin d'Astérix. Hein. Alors là, vous allez peut-être être déçus, hein. Astérix le Gaulois, c'est une œuvre de fiction, c'est une œuvre humoristique qui mélange un petit peu des considérations contemporaines avec cette idée mythique. On va dire que Astérix, c'est un peu aussi le roman national, fait avec beaucoup d'humour. Mais les vrais Gaulois, tels qu'on les connaît aujourd'hui par l'archéologie, par la science, n'ont rien à voir. Alors ici, vous avez un village, non pardon, c'est pas un village, c'est une exploitation agricole typique de l'époque. Alors, ils vont développer des chemins vicinaux et des réseaux de routes avant les Romains. Alors, il faut savoir que lorsque les Romains arrivent dans la Gaule, eh bien, ils vont reprendre tout simplement les tracés des routes. Hein. Ils vont reprendre les tracés des routes gauloises. Ce qu'ils vont faire, ils vont amener ils vont les paver. Parce que les routes gauloises ne sont pas pavées, hein, c'est des chemins de terre. Et eux, ont le génie romain, hein, vous le savez, hein, c'est l'architecture, etc. Et donc ils vont les rendre pérennes. Donc les fameuses voies romaines qui étaient avant des voies gauloises. Et ils sont en train de défricher la Gaule. Alors pourquoi on dit la Gaule chevelue? C'est pas parce qu'ils portent des cheveux, c'est parce que la Gaule est couverte de forêts, à n'en plus finir. Vous avez un livre de l'époque d'Alfred Maury. Alfred Maury, c'est un très grand érudit du XIXe siècle. Il a écrit un livre qui s'appelle Les forêts en Gaule, où il explique très bien le processus qui arrive dès les Gaulois, dès cette époque-là, juste avant la conquête romaine. En fait, c'est eux les premiers qui commencent à défricher et à créer des prairies et des champs pour l'agriculture, avant les Romains, hein, bien avant les Romains. Ici, vous avez un temple de la guerre. Alors ça, c'est des reconstitutions archéologiques. C'est un sanctuaire gaulois, donc en lisière d'un bosquet sacré. Alors il faut savoir que les Gaulois avaient divinisé certaines parties des forêts qu'on appelle en grec les némétones. Et le némétone, c'est une sorte de bosquet sacré où on va vénérer les déesses et les dieux, les divinités. Et les Gaulois avaient des habitudes un petit peu barbares, c'est-à-dire que lorsqu'ils vainquaient... Pardon, je ne vais même plus parler français, pardonnez-moi. Lorsqu'ils arrivaient à vaincre leurs ennemis, ils coupaient les têtes et les mettaient en trophée dans ces temples-là. Là, on voit au centre une tête donc, qui est mise sur un pilier comme un trophée. Vous voyez, c'est les guerriers vaincus, etc. Donc ça, c'est une coutume qui va être prise par les Latins et qui va permettre aux conquérants romains de dénigrer les Gaulois, énormément.
César et d'autres auteurs, on va les voir tout à l'heure, en font des tonnes avec ça. Et ils exagèrent un peu d'ailleurs. C'était pour bien asseoir le pouvoir romain sur la Gaule. Ici, vous avez un sanctuaire d'Assy-Romance, territoire des Rèmes, au nord de Reims, vous voyez les Rèmes, Reims. Alors c'est très intéressant parce qu'on a ici des jeunes Gaulois qui avaient fait, il y en a 3 je crois, qui avaient fait des, comment on appelle ça, ils avaient assassiné des gens, on a trouvé des documents là-dessus, ils ont été enterrés face à la nuit, et les autres ont été enterrés face au soleil. C'est-à-dire que ceux qui étaient innocents donc, ont droit à la lumière, et ceux qui étaient criminels, eux, ils sont face à la nuit. Voilà. Alors c'est des éléments qui permettent aujourd'hui d'essayer de comprendre les rituels funéraires des Gaulois, et également la religion gauloise, qui est une religion celte, mais avec beaucoup de particularisme, par rapport par exemple aux religions britanniques de l'actuelle Grande-Bretagne. Alors les Gaulois, comme d'autres peuples anciens, lient étroitement astronomie et religion. Alors là, je vous cite Flammarion. Croyant l'immortalité de l'âme et à la transmigration vers d'autres mondes célestes après la mort. Ça, Flammarion s'avance, vous voyez, transmigration vers d'autres mondes. Ça, c'est pas sûr, parce qu'on est sous l'influence de Raynaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et son livre a vraiment un rayonnement énorme pour l'époque. Et aujourd'hui, on a oublié tout ça. La représentation de l'univers par les druides était une fusion entre observation rationnelle du ciel et interprétation religieuse. Ça, c'est certainement vrai. Pour comprendre leur science, il est nécessaire d'appréhender leur ciel théologique, c'est-à-dire la dimension spirituelle qu'ils attribuent aux astres et aux phénomènes célestes. Alors ici, on a les 3 cercles. Ça, j'ai pris du livre de Flammarion, Histoire du ciel, hein, c'est tel quel. Donc je prends mon papier, parce que c'est du gallois, il ne faut pas que je me trompe ma prononciation. En bas, on a le cercle d'Abred, qui est le premier cercle où les âmes se réincarnent. Après, on a le Gwyn vide, qui est le 2e cercle, qui est déjà destiné, c'est une sorte de purgatoire, où les âmes vont pouvoir aller, après une épreuve, rejoindre un autre cercle, qui est donc, ça se prononce le Keigant, voilà, qui là est vraiment le séjour, on va dire, des heureux, voilà, de ceux qui ont franchi différentes étapes. Alors, Flammarion se base ici sur un concept gallois, donc du pays de Galles, parce qu'au pays de Galles, on a gardé beaucoup de traditions de l'époque celte, et Flammarion avait des contacts en Angleterre, comme vous le savez certainement, et il a eu beaucoup d'informations de la part d'amis qu'il avait au pays de Galles, qui lui ont donné donc, des informations pour son livre. Vous voyez, donc le Keigant, c'est réservé à Dieu, c'est inaccessible. La béatitude, donc le Gwyn Fried de paradis réponse tous les hommes à un degré, et l'Abred, qui est le premier purgatoire. Alors je me suis trompé, en fait, c'est l'Abred le purgatoire, pardonnez-moi. Il commence le cycle de l'âme humaine. Donc c'est une transmigration, et là, on va accéder vraiment, on va vers Dieu. Alors il faut savoir que les Gaulois, leur Dieu suprême, c'est très curieux, apparemment, je dis avec prudence, ils n'avaient pas de représentation, il y a un point commun avec les Hébreux là-dessus, et une de leurs divinités suprêmes s'appelle Ésu, ou Ézou. Et Ésu, certains auteurs ont peut-être été un peu vite en besogne, ils l'ont comparé à Jésus. Jésus, bon, parce que leur Dieu naît, je crois, d'une vierge également, ça ressemble un petit peu. Donc il y a des points communs. Il faut savoir aussi que les Gaulois sont allés en Canaan, hein, ils ont envahi Canaan, et il y a eu des contacts très certainement aussi dans cette région à l'époque, mais ça c'est avant le christianisme. Mais quand même, voilà. Donc on trouve des points communs comme ça. D'ailleurs, Georges Dumézil avait écrit un livre là-dessus sur ce problème des dieux celtes. Alors ensuite, voilà, Démétrius, cité par Plutarque, raconte que les druides croyaient ces âmes d'élite tellement liées à notre cercle qu'elles ne pouvaient en sortir sans en rompre l'équilibre. Cet écrivain rapporte que se trouvant à la suite de l'empereur Claude, dans une des îles de Grande-Bretagne, il éclata tout d'un coup un ouragan terrible, et que les prêtres, seuls habitants de ces sacrés, expliquèrent aussitôt le phénomène, en assurant qu'un vide venait de se produire sur la terre par le départ de quelques âmes considérables. Alors voilà, c'est très intéressant, c'est-à-dire que les Celtes pensaient que lorsqu'un homme important décédait, il y avait des phénomènes météorologiques ou des tremblements de terre. Par exemple, je vous renvoie à l'Évangile, où lorsque Jésus va mourir sous la croix, pendant 3 heures, on a des ténèbres, il y a des phénomènes météorologiques. Je vous renvoie aussi à Julius Obsequens, qui dans son livre Prodige
d'ailleurs qui a été repris de manière un peu abusive par les ufologues, parce que là, ils vont un peu vite en besogne, parce que Obsequence va décrire pendant, en gros, de l'époque d'Octave à celle, je ne me trompe pas, de Claude, des tas de phénomènes étranges, des boucliers, des Clipeus ardentes qui survolent Rome, etc. Mais c'est tout le temps lié à des catastrophes politiques romaines ou à des défaites militaires. Par exemple, lorsque les Romains, à la bataille, je crois, de Cannes, subissent un revers, il va y avoir des prodiges à Rome, dans le ciel, et le temple de Mars va avoir des gouttes, comment dire, les murs vont sointer de sang. Voilà. Donc, Obsequence, il écrit tout ça, et chez les Gaulois, c'est la même chose. Donc, on lit, en fait, la mort d'une personnalité politique ou religieuse à des phénomènes météorologiques. Donc il faut être très très prudent avec ça, notamment lorsqu'on les interprète avec des yeux modernes. Voilà, c'est très très important. Pour les Gaulois, l'existence suivait un cycle, la palingénésie. Ça c'est Flammarion qui parle. L'être d'abord inconscient, émergé d'un abîme obscur, alors ça se prononce, appelé l'âme ou vin. Âme ou vin. Voilà, le W se prononce ou, le F c'est un V, bon voilà. Il traversa ensuite les différents stades de la matière, passant de l'inerte au vivant, en atteignant l'état d'homme et de la conscience, il accédait à la liberté, l'arme pour combattre la fatalité et le mal. Voilà. Alors là, j'ai mis une illustration, bon, c'est le cerf blanc, le fameux grand Carnounos, alors c'est un petit peu différent, mais il y avait, qui a donné d'ailleurs le cerf de Saint-Hubert, c'est des traditions païennes qui sont passées au christianisme. C'est un symbole intéressant. Donc, le bien et le mal s'offrent à l'homme en équilibre, et l'homme peut, à sa volonté, s'attacher à l'une ou à l'autre alternative. Voilà. Toujours la balance entre le bien et le mal qu'on retrouve dans différentes religions et spiritualités. Alors là, c'est un dessin qu'on doit à Delphine Bailly, qui est l'archéologue qui a fouillé la chambre funéraire gauloise de Roissy, donc Roissy en France, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez, c'est un peu comme les Égyptiens. C'est-à-dire, ils se font, alors c'est notable, il se fait inhumer avec son char d'apparat, avec des torques, etc., des bijoux qu'il avait l'habitude de porter dans la vie. Et donc les Gaulois pensent que lorsque nous mourrons, on va se retrouver dans l'au-delà, et on va revivre avec tous les éléments qu'il y a autour. Un peu comme en Égypte, où les Égyptiens pensaient qu'en mourant, vous savez, tous ces dessins qu'ils ont dans leur tombeau vont s'animer et vont recréer leur vie d'avant, mais dans un autre monde. Et c'est la même idée, c'est très voisin. Et là, regardez là, cette merveille, c'est le détail de l'ornement de la roue du champ de la tombe gauloise de Roissy, parce que les Gaulois étaient passés maîtres dans l'art de la forge et de l'orfèvrerie. C'était des orfèvres vraiment hors pair. Il faut savoir aussi, alors je vous ouvre une petite parenthèse, c'est que vous savez, les Romains, ils prenaient beaucoup à leurs vaincus. Attendez, excusez-moi. Et est-ce que vous savez que le casque romain que vous voyez dans beaucoup de péplums, si vous regardez des péplums ou qu'on voit dans des reconstitutions par des groupes d'archéologie expérimentale, c'est le casque gaulois qui porte. Le casque impérial s'appelle le casque gaulois, d'ailleurs dans les légendes romaines, ils le disaient en latin, parce que c'était une forme, vous savez, ça ressemble au casque de nos CRS, c'est à peu près la même chose, mais en métal, et ce sont les Gaulois qui l'ont inventé. Et les Romains, lorsqu'ils ont vu ça, eux, ils avaient des casques de type abol, avec deux plumes sur les côtés, qui couvraient beaucoup moins la bataille, ils n'avaient pas la nuque protégée, rien, et c'est les Gaulois qui avaient ça. Et donc, Rome va intégrer cela dans son armement. Voilà. Ainsi que la côte de Maine. Alors, les connaissances des druides sur la Lune. Hécaté rapportait que les habitants de la Grande-Bretagne observaient la Lune plus grande qu'ailleurs, distinguant même des montagnes à sa surface. Que cette observation fut réelle ou imaginaire, elle prouve que les Gaulois, comme le souligne Plutarque, attribuaient à la Lune un relief et des mers comparables à ceux de la Terre. Alors ça fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que François Arago, dans son astronomie populaire, va nous dire qu'il pensait, alors ça c'est incroyable, que les anciens avaient peut-être des lentilles. Et pourquoi il dit ça? Des lentilles astronomiques. Ou aussi pour des loupes. Parce que c'est l'époque où on va découvrir la fameuse lentille de Ninive, dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui existe, qui est une lentille qui est taillée et qui apparemment est une sorte de loupe. Et Arago se pose sincèrement la question, alors si on a trouvé ça, alors c'est un anglais qui l'a fait, mais j'ai oublié le nom, je ne sais plus, et au début du XIXe siècle, est-ce qu'ils avaient autre chose? Voilà. Et c'est un débat qui a été comme ça, qui est revenu souvent, jusque dans les années, je pense, avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, ça c'est abandonné, bon, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose, et les modernes que nous sommes ont un peu oublié
oublié certaines choses. C'est dommage parce que cette lentille est quand même intéressante. Ça veut dire, en tout cas, c'était une loupe, ça c'est sûr. Alors là, c'est Plutarque, dans son traité donc, de la phase dans l'ordre de la Lune, nous dit que d'après les Gaulois, et conformément à une idée qui s'est longtemps maintenue dans la science, la surface de la Lune serait parsemée de plusieurs Méditerranées que le philosophe grec compare à la Caspienne et à la mer Rouge. Voilà, ces fameuses mers lunaires qu'on croyait être faites d'eau. Alors, les bardes gaulois rapportaient que les druides considéraient la Lune comme la demeure des âmes heureuses. Celles-ci sont rapprochées au fil de leur préparation. Cependant, la Lune n'acceptait pas toutes les âmes qui l'atteignaient en repoussant un grand nombre. Celles qui parvenaient à s'y fixer voyaient leur âme fortifiée par l'éther lunaire, à la manière du fer trempé dans l'eau. Quel charme devait donner au ciel de la nuit une telle croyance? Ça, c'est Flammarion. La Lune était le lieu, et par là même le gage visible de l'immortalité. Ainsi dussait-elle de toutes les faveurs de la religion. On réglait l'ordre de toutes les fêtes d'après le sien, on recherchait sa présence dans les cérémonies, on invoquait, on aspirait ses rayons. Ce n'est pas sans raison que les druides avaient le croissant à la main. Alors ça, c'est la vue romantique de l'époque à laquelle Flammarion adhère, mais de nos jours on en est revenu. Ce sont des images romantiques qui ne cadrent pas tout à fait avec la réalité. Il y avait bien des cercles d'or, mais on ne pense pas, les archéologues d'aujourd'hui ne pensent pas qu'ils étaient comme ça avec leur serpe à la lune en train de prendre le lit. Voilà, c'est peut-être des erreurs. Alors ce qui est intéressant, vous avez ici le calendrier celte qui est repris par des groupes néo-païens actuels. Par exemple la Samaïne, qui est l'équivalent de la Toussaint. Vous avez Ostara, donc, qui est l'équinoxe de printemps, etc. Alors ça, c'est des calendriers qui ont cours dans des groupes actuels néo-druidiques, qui sont les héritiers de Jean Reynaud, et également dans des groupes qu'on appelle néo-païens de type Wicca. C'est-à-dire c'est des adorateurs de la nature, bon, c'est des femmes. Alors c'est un mouvement féministe, il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais en Grande-Bretagne, les mouvements Wiccans, qui sont faits par des femmes, ont fait énormément pour l'émancipation féminine. Par exemple, il y a eu un livre qui s'appelait Le Dieu des sorcières d'Elisabeth Murray, qui est publié en 1951, qui est traduit chez Plon en France, et qui est une sorte de manifeste pour le matriarcat avant l'heure. Puisqu'il dit dans ce livre qu'en réalité Dieu n'est pas un homme, comme on dit toujours barbu, mais une femme, et qui était une déesse, qui était adorée donc, dans les déesses mères de la préhistoire. Voilà. Et ça a fait énormément de bruit en Angleterre et aux États-Unis à l'époque. Et encore aujourd'hui. Ça aurait pu à Flammarion, je pense. Et donner le lien profond que les druides percevaient entre l'astronomie et la théologie, mais pas seulement que ces deux disciplines étaient enseignées conjointement dans leur collège. Bon, tout ça, Flammarion, il est persuadé de tout ça, mais c'est pas historiquement avéré. Voilà. En plus, les druides ne communiquaient pas par écrit, donc c'est très difficile à savoir. César, ça c'est dans la guerre des Gaules, nous apprend son entrée dans plus de développement, qu'il enseignait beaucoup de choses touchant la forme et la dimension de la Terre, la grandeur et les dispositions des diverses parties du ciel, le mouvement des astres, mais ses connaissances étaient oralement gardées secrètes. Voilà, ça c'est vrai. Alors là, une petite note, vous voyez cette photo, je l'ai faite avec un de mes instruments de 1880, une lunette Charles Baker de 55 mm à laquelle j'ai mis mon téléphone derrière, et c'est quand même sympa avec une lunette de l'époque. Ça, j'adore ces anciens instruments. Alors Taliesin, qui est Taliesin? C'est un barde, il a vécu, je crois, entre le 6e et le 7e siècle en Grande-Bretagne. Lui, Taliesin, c'est une sorte, c'est un peu le trait d'union entre l'ancien monde païen et le monde chrétien. Et il dit, j'interrogerai les bardes, dit-il dans son chant du monde, j'interrogerai les bardes et pourquoi les bardes ne me répondraient-ils pas? Je leur demanderai ce qui soutient le monde, écoutez bien, pour que, privé de support, le monde ne tombe pas. Et s'il tombe, quel est le chemin qu'il suit? Réponse des bardes. Mais qui pourrait servir de support? Grand voyageur vers le monde, tandis qu'il glisse sans repos, il demeure tranquille dans sa voie, et combien la forme de cette voie est admirable pour que le monde n'en sorte dans aucune direction. Alors ça veut dire, quand vous regardez bien le texte entre les lignes, que la Terre, contrairement à d'autres peuples, ne tient pas sur une énorme tortue, ne tient pas avec la main d'un créateur, elle flotte dans l'univers. Et c'est très étrange. C'est-à-dire on a l'impression que Taliesin rapporte une connaissance celte qui était quand même intéressante. Voilà. Et qui montre que la Terre elle est libre dans l'espace. C'est quand même assez rare pour l'époque. Alors là, c'est l'illustre de Flammarion. Alors là, vous voyez, cérémonie astronomique chez les druides.
vous avez donc le druide avec sa serpe qui invoque à la lune, et vous avez à droite un chef gaulois, et vous avez en bas des Gaulois qui attendent les résultats de cette invocation lunaire. Vous voyez, ça, on est en plein romantisme, voilà, avec le dolmen, le menhir, la pierre blessée, etc. Enfin, c'est très joli. Hein. Ce sont des gravures sur bois, hein, et sur cuivre, qui étaient très très belles. Alors, Pythagore a-t-il été enseigné par les druides? Ça, c'est Flammarion qui nous lance ça. Pour Camille Flammarion, c'est une évidence. L'idée que Pythagore ait reçu les enseignements des druides est une hypothèse ancienne qui a circulé parmi certains auteurs antiques et a connu un regard d'intérêt à la Renaissance, mais qui n'est pas étayé par des preuves solides et généralement rejetée par les historiens modernes, malheureusement. Alors, cette histoire de Pythagore, ça vient d'un Anglais qui s'appelait John Toland. John Toland, il a vécu au XVIIIe siècle. Il est mort, je crois, en 1792, juste avant la fin du XVIIIe. Et il a écrit un bouquin sur les druides, et aussi un livre sur Jésus, où il dit que, c'est ça, que Pythagore avait été enseigné par les druides, qu'il était venu en France, donc en Gaule, et qu'il avait reçu ses enseignements avant de repartir en Grèce. Et que donc, en fait, tout l'enseignement pythagoricien, sur la mystique des nombres, et sur le végétarisme, etc., venait en fait des Celtes. Voilà. Donc c'est à la fois un mouvement, John Toland a initié un mouvement à la fois nationaliste, donc c'est-à-dire nous les Celtes, donc les Bretons, les grands Bretons, c'est nous les premiers qui avons ça, et les Grecs qui viennent après. Voilà. C'est un mélange de beaucoup de choses. Voilà. La notion fondamentale de la doctrine de la pluralité des mondes avec celle de l'éternité des âmes doit être pour nous le caractère le plus mémorable de la pensée de nos ancêtres. La mort terrestre était pour eux qu'un fait psychologique et astronomique, pas plus grave que celui qu'ils subissaient d'une église de lune pour l'astre des nuits. Bon, j'ai passé tout ça. Alors oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que Flammarion explique, alors ça c'est vrai, que les Gaulois, lorsqu'ils mouraient, juste avant de mourir, on avait demandé de l'argent, et ils prenaient le pari de se retrouver dans l'au-delà, au-delà de ce troisième cercle, pour continuer leur pari financier. C'est assez rigolo. Hein. Et il y avait aussi le fait qu'on mettait des lettres, c'est-à-dire on écrivait sur des ostracas, des morceaux de céramique, des mots. Alors quand je dis des lettres, c'est un grand mot. C'est plutôt des mots pour qu'on se souvienne des familles qui sont restées ici-bas, et pour dialoguer après avec le mort, pour avoir un contact avec le mort, le défunt. Et certains n'hésitaient pas à se tuer avec les défunts, comme on faisait aussi en Égypte. Alors en Égypte, c'était apparemment, c'était pas librement consenti. Par contre, apparemment, en Gaule, ça s'est attesté. On a des traces de gens qui se seraient donné la mort pour accompagner leurs femmes, leurs maris, etc., pour ne pas les laisser ici. Et parce qu'ils étaient tellement convaincus de revivre ailleurs qu'il n'y avait aucun problème. Là, c'est un peu comme l'Égypte aussi, c'est-à-dire l'Égypte vivait pour la mort, vivait pour l'au-delà, et eux, c'est un peu pareil. Hein. Il y a des points, c'est pas ce qui est pareil, il y a des points de porosité, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est proche. Voilà. Alors ça, je vais vous le dire oralement, bon, je ne vais pas continuer. Alors, il y avait aussi ce symbole du feu d'Halloween, donc, Halloween, c'est anglais, de la Samaïne, dans les grandes régions du monde. Alors, à l'époque, on disait le monde gallo-kimérique. Alors, ce mot a été abandonné, c'est typique fin 19e, aujourd'hui il est britannique, où il y avait un feu comme ça qui était, qu'on appelait le père-feu. Alors, ça fait penser un peu à la région des Parsis en Perse, hein, qu'il fallait que ce feu soit inaltérable, et on l'allumait donc la nuit de la Samaïne, qui correspond à Halloween, qui correspond à la Toussaint, plus ou moins, et donc on devait le garder comme ça intact. C'était un signal en fait qui était donné aux morts, parce que vous savez qu'à cette époque-là, et encore aujourd'hui, quand les Anglo-Saxons fêtent Halloween, c'est le moment où il y a une brèche dans cette réalité, où les morts reviennent et peuvent converser avec les leurs, etc. Donc c'est une croyance qui est fortement ancrée, et aujourd'hui c'est une fête commerciale, bon, mais chez certains anglo-saxons, comme aujourd'hui, dans la campagne anglaise, vous trouvez des gens qui adhèrent complètement à ça. C'est pas qu'une simple fête commerciale pour eux, c'est plutôt chez les Américains et chez nous, malheureusement. Alors, bon, ça je vais vous le dire, je passe parce que je ne vais pas vous le dire comme ça. Alors ça c'est encore autre chose, voilà. Alors ici on a trouvé, alors ça c'est une découverte de l'archéologie, on a trouvé qu'il y avait un rite qui était fait par il y avait des druidesses, il y avait beaucoup de femmes qui étaient druides, donc des druidesses dans la Loire, et là elles se jetaient dans le fleuve. C'est-à-dire que si elles rataient leur temple, si jamais le temple était... Elles faisaient un petit temple au bord du fleuve, et si ce temple était abîmé par
la météorologie. Hein. S'il y avait une tempête, s'il y avait de la pluie, etc., et bien malheureusement c'était un échec. La druidesse était rejetée par les dieux, elle devait se jeter dans la Loire. Voilà. C'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Voilà. Alors ça c'est attesté, ce sont des nouvelles découvertes ça, que l'archéologie a faites récemment. Alors là, on a ici la légende des druides de Bretagne. Alors ça c'est la vue dans Flammarion, vous voyez. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Là dans le livre de Flammarion, il parle de druidesses qui étaient décédées et qui venaient hanter les rivages de la Bretagne. Voilà. C'est plus des fantômes ici, c'est fantomatique. Et alors on a aussi une croyance qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la croyance grecque du Styx, c'est un peu la même chose. Les hommes alors ça dépend des peuples gaulois, il y a plusieurs peuples. Là il y a un de ces peuples, alors je ne sais plus lequel c'est, malheureusement c'est en Bretagne, où on traverse un fleuve, donc les Notonniers jusqu'à l'ouest, pour arriver de l'autre côté, pour être jugé par le dieu des morts et arriver à une félicité. Ça ressemble beaucoup au passeur du Styx, où on donne un drag pour passer de l'autre côté. Vous voyez, on trouve des points communs. Alors ça c'est certainement parce que dans l'Antiquité, il y avait quand même beaucoup d'échanges et beaucoup de porosité entre les différents peuples. On imagine mal aujourd'hui que la Grèce avait beaucoup d'influence sur la Gaule. On va le voir tout à l'heure, vous savez que Vercingétorix n'était pas barbu ni les cheveux longs, il était imberbe, on aurait dit un souverain grec. Parce que, en fait, la Gaule a été hellénisée très très fortement, avant d'être romanisée. Donc ça c'est Teutates, un des dieux, vous voyez comment ils sont représentés? Ils sont représentés de manière gréco-romaine. Teutates règne sous les hauteurs du firmament, la voie lactée quant à elle est désignée comme la voie de la cité de Goualm, voilà, Caer en Goualm, la maison, un nom qui trouve écho dans les langues celtiques, Caer en breton, Caer en gallois, Cater en gaélique, etc. Pardon? Vous avez une question, allez-y, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Caer, c'est la maison? Oui, maison, c'est ça, la maison. Voilà. Et on trouve plusieurs en gallois, ça se dit Caer, Cater, etc. Donc certaines légendes bardiques attribuent à Claude un père hors du commun, un génie nommé Donne. On dit Donne. Ce dernier, la demeure se situe à la constellation de Cassiopée, vénéré comme le roi des fées dans les croyances populaires d'Irlande. Ainsi, l'immensité céleste est partagée entre divers esprits. Arthur, ou Arthur, aurait eu domicile dans la Grande Ourse, constellation que les Gaulois nomment le chariot d'Arthur. Il n'y a pas de hasard. Arthur, l'ours, la Grande Ourse. Voilà. C'est un mythe astronomique. Alors, Donne, roi des fées, c'est une vue moderne. Donne semble être une variante peut-être irlandaise du dieu gallois Danu ou Donne. Danu est une figure maternelle primordiale de la mythologie celtique, souvent associée à la terre, aux eaux primordiales et à la sagesse ancienne. Les Tuatha Dé Danann, le peuple mythique d'Irlande, signifie peuple de la déesse Danu. Alors là, les monnaies gauloises qui sont de toute splendeur, vous savez qu'on pense qu'ils ont inventé dans leur monnaie l'art abstrait également. Vous allez voir, c'est superbe. Alors regardez, vous avez à gauche un chef gaulois. Franchement, hein, ça ne correspond pas trop à ce qu'on pense. Hein. Là, on voit un souverain grec. Ils ont tout à fait acclimaté en Gaule la culture grecque et la mode grecque. C'est ça qui est fou. Vous savez qu'ils parlaient de grec. Hein. Ils ne parlaient pas le celte dans le langage entre tribus. Ils parlaient en grec, ce que remarque César d'ailleurs, à son grand dame. Les Romains parlent grec, c'est pareil. C'est la langue un peu de la culture de l'époque. Mais César est choqué de voir ces barbares gaulois parler la langue de culture. Voilà. Quant au symbole astro, donc on va voir, il y a des symboles astro sur les monnaies. Ça c'est sûr. Vous voyez à droite, c'est la vert, on voit quelque chose qui ressemble à la grande ours en haut à gauche. Vous avez au centre une figure qu'on va revoir souvent, qui est une amphore surmontée d'un croissant lunaire. Et on pense que l'amphore c'est le Verseau. On n'est pas sûr, mais il y a des numismates qui le pensent aujourd'hui. Il y a le triskel, qui est un symbole de mouvement. Alors là, c'est la même en rang, voilà, on voit beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, en haut, plus ou moins la grande ours, hein, parce que c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, ça ressemble à des étoiles. Hein. Ça, c'est un tétradrachme en argent au triskel, des Celtes du Danube. Vous voyez, il porte la couronne de laurier, etc. C'est incroyable. Alors ça, c'était un potin gaulois. Alors, des potins, c'était des petites monnaies qui étaient moulées, hein, et qui étaient diffusées très largement. On en trouve beaucoup dans les fouilles archéologiques. Vous avez les nodules. Alors voilà, c'est toujours la même question. Que sont ces nodules? Est-ce que ça représente des étoiles ou pas? Vous avez Ebouros, le sanglier, qui apparemment est une constellation chez eux également. Et à gauche, vous avez des symboles qu'on va voir évoluer. Alors, ça serait un œil au centre, avec un croissant lunaire, peut-être. Il y en a qui ont parlé de la croissance de Vénus, mais c'est dur, c'est pas possible, parce que pour voir Vénus avec un croissant, il faut un instrument optique. Donc à mon avis, c'est pas possible. Donc voilà, donc on sait la grande ours, Ebouros.
Et voilà notre ami Vercingétorix. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà lu. Hein. Le voilà. Vous voyez, il n'a rien à voir. Un chevelu, barbu, hirsute, rien à voir. Et il faut savoir qu'il allait au combat habillé comme un grec. Ils avaient des paragnathides aux jambes, ils avaient les cottes de mailles, ça c'est les Gaulois, mais ils étaient armés de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom tout de suite. Ils avaient une épée, l'épée longue gauloise, que les Romains vont adopter, mais ils avaient aussi le copis macédonien. C'est-à-dire le copis, c'était l'arme préférée des Macédoniens, d'Alexandre. C'est une sorte de sabre d'estoc, mais qui était extrêmement dangereux. Et en fait, Vercingétorix, lorsqu'il va lutter, il va fédérer les tribus gauloises contre César et les Romains, va être vu en Gaule comme le nouvel Alexandre. Il faut le savoir, on ne sait pas ça aujourd'hui. Et il va fédérer ces tribus, et il va au combat au nom de la liberté non seulement des Celtes, mais de la culture, en plus. C'est ça qui est drôle. Parce que les Romains apparaissent pour eux, c'est ça qui est rigolo. Hein. Les Romains disent que les Gaulois sont des barbares, mais les Gaulois disent que les Romains sont des barbares à leur tour. Oui. Il y a une surenchère aux barbares. Bon. Et donc, vous voyez encore ces symboles astronomiques. Alors, peut-être le Verseau, avec beaucoup de prudence. Et à gauche, vous avez ce cheval qui revient souvent, stylisé avec toujours ces modules, vous voyez. Alors, est-ce que c'est une constellation ou pas? Alors ici, on a encore un beau croissant de lune. Alors là, il y a des numismates qui ont émis l'hypothèse que ce que vous avez de chaque côté, ça serait les Pléiades. Ça peut ressembler aux Pléiades, donc très stylisé. Voilà, avec le nom d'un chef gaulois. Ça date donc 5-10 après Jésus-Christ, 1er siècle. Voilà, donc vous avez des étoiles, on va voir des étoiles à 5 branches. C'est assez curieux. Alors c'est là des magnifiques, c'est les sacerdotes des Bélovaques. Alors les Bélovaques, ils ont les plus belles monnaies de Gaule. Vous avez donc 2 soleils, donc qu'est-ce que ça représente exactement? Vous avez les nodules à côté, donc des étoiles très probablement. À gauche, vous avez probablement des pics bleus. Je dis probablement parce que personne n'en sait rien exactement. Hein. Ils ne nous ont pas laissé de traiter de numismatique, donc ce sont des hypothèses. Et vous avez cet œil au centre, qui suscite beaucoup de conjectures, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est un symbole d'un œil, un peu comme chez les francs-maçons, qui voit tout là. Donc on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il est sûr qu'il y a un symbole astronomique, et Flammarion là-dessus, il a vu juste. Hein. Il n'avait pas tort de dire qu'il y avait un symbole astronomique dans les monnaies. Alors là, vous avez d'autres mystérieux symboles. Vous avez ce 8, hein, le lamniscat, symbole de l'infini, qu'on va retrouver souvent. Il y a encore un soleil, vous avez l'œil qui commence à encore qui est ici au centre. Alors là, toujours ce cheval, avec sa crinière, avec des nodules. Alors là, il y a encore des théories qui s'affrontent. Vous avez certains qui vont vous dire qu'aujourd'hui, de nos jours même, on peut aux crinières des chevaux leur mettre des espèces de décorations comme ça, sphériques, ça se fait encore aujourd'hui, paraît-il. Ou alors, c'est purement symbolique, et c'est une constellation. Mais voilà, et il y a encore une étoile, donc est-ce que c'est notre soleil, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est Vénus, comme chez les Suméro-Acadiens, ou les Babyloniens, pardon, dont on ne sait pas trop. Regardez, ça là, est magnifique, là, on a carrément 2 soleils, ou 2 étoiles, avec la crinière, avec les nodules encore, et à gauche encore une étoile, et cette fois-ci, les pigments stylisés, ça devient des nodules, vous voyez, et une sorte de croissant, c'est quand même fabuleux, on ne peut pas savoir, mais c'est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose de fascinant quand vous voyez ça. Voilà. Et ça, vous avez des monnaies comme ça qui sont exposées au Muséum d'Histoire, comment il s'appelle? C'est à Saint-Germain, au Muséum des Antiquités Nationales. Voilà. Et vous avez plusieurs types de monnaies comme ça exposées à motifs astronomiques. D'ailleurs, je crois que c'est marqué dans les cartels, motifs astronomiques. Alors ça, c'est encore mieux. Vous avez là, visiblement, il y a quand même 3 étoiles. Apparemment, elles ont fait une constellation, alors que c'est le triangle ou autre chose, on ne peut pas savoir. En tout cas, il est certain qu'il y a des étoiles dans leur monde. Ça, c'est certain, il y a quelque chose. Là, ici, les pattes sont encore stylisées, mais ça ressemble, quand vous avez les atlas astronomiques anciens, comme celui de Flamsteed, vous avez des étoiles, vous avez les figures mythologiques, et ils mettent les points comme ça dans les pattes d'une créature, là, ça fait penser un peu à ça. Donc, c'est étrange. Encore le même motif triangulaire, vous voyez, avec les 3 nodules. Là, vous avez encore le même motif en haut. Et à gauche, vous avez ce chef celte qui est représenté ici à la manière toujours gréco-romaine. Mais c'est grec, hein, c'est plutôt grec. Voilà. Alors un épigraphe, parce qu'il n'avait aucune inscription dans leur monnaie, à part celle de tout à l'heure, qui est une exception. Mais la plupart des monnaies gauloises, le monnayage n'a aucune inscription. C'est purement symbolique.
comme monnayage. Alors là, c'est de l'abstraction totale. Alors là, on a encore les deux S, vous voyez, là, qui sont curieux. Là. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Vous voyez, vous le voyez, ça ici, là. Voilà. Alors, il y en a même qui ont émis l'hypothèse que ça pourrait être des boucliers stylisés. Parce qu'on a chez les Étrusques un bouclier de ce type. Et vous avez en bas, regardez bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un svastika, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la croix basque. Regardez bien la forme de ça. Donc ce sont des très vieux symboles hein, qui sont passés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Hein. Mais on a perdu la signification de tout ça. Voilà. Alors, certains, je vais me baser sur des archéologues comme c'est Jean Parot, je crois, celui qui a fouillé Marie. C'était en Irak, je crois, Marie. C'est une ville suméro-acadienne, je ne me trompe pas. Et à Marie, il va trouver des céramiques avec ce symbole-là, et lui, il va avoir une idée. Il va dire, eh bien, ça peut symboliser soit la grande ours aux saisons, parce que d'une astronomie, on représente la grande ours comme ça, ou encore, il voit qu'on représente, il y a des bois dans ces trucs-là à Marie, et il voit que ça représente des cerfs qui, en fait, tournent autour d'un point d'eau, qui sont extrêmement stylisés. Alors, est-ce que c'est la même chose ici? Voilà, on ne sait pas. Et en haut, il y a une sorte d'arbre, ou encore avec ses nodules. Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que ce sont des étoiles? Mais c'est étrange. Alors c'est magnifique, là, regardez ce visage. Vous voyez, on est loin des Gaulois d'Ostérix, hein, ça n'a rien à voir. Sur un grand nombre de médailles, sur les sasters de Vercingétorix, sur les revers des monnaies de diverses époques, on remet principalement le signe du Verseau, qui permet d'avoir symbolisé pour une partie de l'Antiquité la connaissance de la sphère céleste. Sur le type gaulois, ce signe en fort à deux anses porte le nom de Diota, et représenté chez les druides comme chez les mages, la science antique et astrologique. Ça, c'est Flammarion qui nous dit ça. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins accepté, ça encore. Hein. Mais c'est controversé. Le problème, c'est controversé. Alors ça, c'est extrait d'une Flammarion, c'est d'autres monnaies. Là, il vous montre carrément. Alors là, notre ami Camille va se lâcher. Hein. C'est le cours de Cheval Soleil, arrivant au tropique du Cancer, solstice d'été, et ramené au solstice d'hiver, tropique du Capricorne, astronomique qui semble clair. Encore une autre monnaie. On voit dans la seconde le symbole de la nôtre représenté par le soleil, le nord représenté par le sanglier boréal. Encore une, cette monnaie représenterait le calendrier au cours de la nôtre, le soleil et la lune. Et là, le temps, le soleil et le sanglier sont dit le quatrième monnaie. C'est très élaboré, bon, ambiance du ciel, voilà, il va vraiment loin, Flammarion, mais c'est normal, c'est un astrologue, il essaye de comprendre, il voit ces monnaie avec son œil, avec ses yeux d'astrologue. Voilà. Tout simplement. Et il n'a peut-être pas tort. Encore ces fameuses amphores, le Verseau, le cheval soleil, le signe en S du cours des âges. Alors là, c'est Flammarion qui parle de cheval soleil, mais on n'en sait rien, on ne sait pas. Donc ça, c'est lui qui extrapole un peu, il imagine le cheval comme emblème du soleil chez les Gaulois. Donc, c'est d'autres groupes de monnaies, on a pu constater la présence du zodiaque, ce qui me confirme mon opinion que les peuples de la Gaule nous ont bien réellement transmis ce normonier, leurs croyances cosmogoniques. Ça, c'est fascinant. Alors là, on a M. Filiou, concernant le musée de Guéret, qui a beaucoup étudié les monnaies gauloises et qui a écrit un bouquin sur la question. Et lui, c'est un partisan de théorie astronomique du monnayage celtes. Voilà. Lui, il a repris beaucoup de choses, et l'intérêt, c'est qu'il analyse ça avec les découvertes modernes et avec un prisme contemporain, voilà, on va dire qui est moins romantique et plus carré. Mais ça reste hypothétique. Alors, le problème, c'est l'écriture. Ne faisant pas usage de l'écriture pour l'enseignement de leur dogme, qu'ils voulaient maintenir dans les mystères de l'initiation et de druides imaginaires de placer sur leur monnayage ce symbolisme céleste dont eux seuls avaient la clé. Alors ça, c'est très séduisant comme hypothèse. C'est Camille Flammarion. Alors, encore différentes monnaies. Hein, donc, il imagine que c'est la caste sacerdotale qui décide, en fait, à l'époque de l'invasion romaine, de mettre dans les monnayages leurs connaissances avant qu'ils soient détruits par Rome. Voilà. Et donc, ça serait passé dans leur monnayage. Pourquoi pas? Bon, on ne peut pas le prouver, mais c'est intéressant. Alors ça, on a des vues de l'époque. Alors c'est paradoxal ces vues de l'époque. C'est-à-dire, là on est en plein romantisme, vous voyez, la façon dont le collège de druides se réunit. Mais par contre, les bijoux qu'ils portent, les différents objets, le torque, etc., sont des objets réels qui ont été trouvés dans une sépulture à l'époque. Et en fait, il ne faut qu'interpréter. À la limite, à gauche, pourquoi pas, mais la grande robe blanche comme ça, et ces réunions de collège avec la serpe d'or en arrière, c'est là que ça ne va pas. C'est-à-dire c'est des extrapolations de l'époque
où on voulait retrouver à tout prix des racines nobles gauloises pour remplacer un peu le classicisme gréco-romain, tout simplement, qui avait nourri un peu notre civilisation jusqu'à l'époque, jusqu'au XIXe. Leur invité comme transmission initiatique du savoir, ne faisant pas usage de l'écriture pour l'enseignement de leur dogme, qu'ils voulaient maintenir dans le mystère de l'initiation, les druides imaginèrent de placer sur leur monnaie ce symbolisme céleste dont eux seuls avaient la clé. Donc, est-ce que les druides ne connaissaient pas l'écriture? Alors, non, c'était l'oralité. Cependant, on a trouvé maintenant des fragments d'écriture celte. Et voilà, alors ça c'est le plus bel exemple, le calendrier de Coligny, qui est un calendrier lunisolaire, qui est une pièce maîtresse, qui a été trouvée parmi 800 inscriptions gauloises, c'est exposé au musée archéologique de Lyon, c'était l'occasion d'aller à Lyon, je suis allé il y a quelques années, c'est vraiment très intéressant, et là, quand vous voyez ce calendrier, il est forcément, il est obligé, je dirais, que nos ancêtres gaulois, entre guillemets, avaient des connaissances astronomiques, c'est obligé, ne serait-ce que par la Grèce. Voilà. C'est pas possible qu'ils étaient ignorants de l'astronomie. Calendrier toléré par Rome, parce que ça n'a aucun rapport avec l'Empire romain. Les Romains là-dessus étaient tolérants, c'est-à-dire que lorsqu'ils envahissaient un pays, en général, ils prenaient le mieux de leurs dieux, le mieux de leur technologique, et ils admettaient les dieux à condition qu'on sacrifie l'empereur qui était divinisé à partir d'Octave. Voilà. Alors voilà Nostraka avec l'écriture gauloise. Voilà. Là on a un exemple, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une sigillée provenant de Milo. Donc voilà, on a quelques textes qu'on a du mal à déchiffrer. Alors celui-là, on a de la veine, il est écrit en grec. Donc Ségomaros, voyez, on peut dire Ségomaros, ça c'est de la colonie, c'est du grec un peu évolué, quoi, qui est un peu comme on dirait, je sais pas, de l'anglais qui est un peu déformé, voilà. Donc pour vous dire qu'il connaissait bien le grec, Ségomaros, et il va dédier cette stèle à Bélésama, voilà. Et dans le Néméton, donc il va placer cette stèle dans le bois sacré typiquement gaulois, voilà. Donc il va offrir. Donc c'est une découverte d'importance, vous voyez, tout est écrit en grec. Donc c'est incroyable. Alors là on a Bélizama, la fameuse déesse, qui est une déesse importante dans le panthéon gaulois, déesse celtique principalement vénérée à l'est de la Gaule, incarne la lumière et le feu, ce nom signifiant absolument la très brillante. Alors il y en a même qui pensent que Bélizama c'est la lune tout simplement. Et l'illustration au soleil le symbole de la lune, symbolisée par la roue. Plus la lune d'ailleurs que le soleil en fait, qui l'accompagne parfois. Protectrice et guérisseuse, elle veille sur l'artisanat, la santé, la fertilité des terres. Son culte attesté par des autels et inscriptions retrouvées notamment en Saône-et-Loire et sur l'île de Batz, en Bretagne, témoignent de son importance au sein du panthéon gaulois. Bien que les Romains l'aient assimilé à Minerve d'Athéna pour ses aspects guerriers et artisanaux, Bélizama demeure une figure mystérieuse dont l'éclat continue de fasciner. Alors je vais vous faire sourire, je n'ai pas pu résister. Alors là, vous avez Bélizama vu vraiment à l'époque, d'accord? Regardez comment elle est vue chez les anglo-saxons. Paf. Là, franchement, là, c'est Claudia Schiffer, oui. Voilà. Avant, après. Voilà. Et c'est ça le problème. Ça déforme la connaissance, parce que les jeunes qui voient ça, ils vont croire que les Celtes, elle était comme ça. Alors peut-être elle est cheveux, on ne sait rien, mais on est loin du monde. Alors tous les mouvements de le sel sur la Terre. Alors ça, c'est le grand leitmotiv de Flammarion. Tout est en mouvement, dit Flammarion. Ça, il insiste beaucoup dans ses livres. Tout est en mouvement, le mouvement c'est la vie, le statique c'est la mort. Le symbolisme du mouvement est important chez les Gaulois, car il s'étend à toute un ensemble de lois astronomiques, les notions embrassant la marche du soleil à travers les 12 signes du zodiaque, la constatation des équinoxes et des solstices et des aspects des constellations boréales et australes, tels qu'ils se produisent aux diverses époques de l'année, les phases lunaires, enfin, le cours des 5 planètes. À cet exposé, il faut encore joindre quelques signes spéciaux qui ont paru se rapporter à des méthodes d'uranographie et de gnomonique. Alors là, notre Camille s'avance un tout petit peu, parce qu'il dit les constellations boréales et australes. Alors ça signifie que les Gaulois connaissaient les constellations australes. Alors c'est vrai qu'on a par exemple la baleine, qui est à la fois notre hémisphère et en bas, ça dépend de la position. Et est-ce que les Gaulois le savaient ça? C'est pas sûr. Donc là, c'est un tout petit peu avancé. Donc les Gaulois connaissaient la constellation circumpolaire. Ça, j'ai pris cette superbe plan des étoiles et des étoiles du ciel, voilà, qui est toujours d'actualité, ça n'a pas changé. Donc circumpolaire, ça veut dire qu'ils ne se couchent jamais, qu'elles sont visibles tout le long de l'année. Ils connaissaient les planètes Mercure, Vénus, Mercure et Saturne. Alors, juste une petite anecdote, la Lune, Jupiter et Saturne, je les ai faites avec mon télescope Arcturus avec mon 120
de 1878. Mais 78, vous voyez, on peut encore faire de belles choses avec des instruments anciens, et en mélangeant avec la technologie moderne. Alors ça, je ne vais pas tout vous lire, c'est trop long. Là, c'était l'histoire des bourros sangliers, c'est parce qu'on se pose, les archéologues se posent la question avec les numismates, est-ce que oui ou non, le sanglier est une constellation astronomique? Alors apparemment, oui, mais on ne saura jamais faute de texte, à moins qu'un jour on trouve des éléments positifs qui nous permettent de l'étayer. Pour l'instant, ça reste une hypothèse raisonnable, mais on n'en a pas la preuve. Donc, les prédicteurs du culte s'adressaient au soleil, à la lune, aux astres, etc. Bon, je vais passer ça, voilà. Alors là, je n'ai pas pu m'empêcher. Le débat est ouvert, de la convivialité, sous les étoiles, et puis avec notre barre, comme d'habitude, qui est tout le temps baïonné de bord, mais qui, de son poste, peut-être, voit mieux la lune que ceux qui sont en bas. Bien, je vous remercie de votre attention, et encore pardon d'avoir été aussi en retard, mais merci. C'était quelques questions rapidement, hein, mon cher dinosaure. Oui. Alors, au tout début de ta conférence, tu avais parlé des criminels qui étaient enterrés face à la nuit et des victimes qui étaient enterrées face au jour. Mais quand tu avais dit ça, face au jour, c'est pas plutôt direction est, là où le soleil se lève? Oui, c'est ça, j'ai dit ça, c'est face à la et l'ouest, et à l'ouest pour les le soleil autres. se couche, donc c'est la nuit. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait comprendre. C'est ça, mais tout à pardon, je n'ai pas été assez précis. Et il faut vous dire aussi de pas tout. Enfin voilà, il faut rester prudent. C'est une découverte qui a été faite, comme vous avez vu, elle est isolée. Hein. Pour le moment, on n'a plus de questions avant. Louis Figuier, dont tu as parlé, au tout début, oui. Il avait écrit aussi un livre qui s'intitulait, je crois, La Terre à Pamela. Oui, je l'ai chez moi. Tu avais parlé de ce livre-là dans la conférence de février 2025 oui, sur la Flammarion et la paléontologie. Écoutez, Louis Figuier, il a écrit au bas mot 200 ouvrages, c'est pas plus. D'Onosophili d'industrie en 20 volumes. J'en ai un volume de ça, ça fait 1500 pages, avec des lithographies partout, mais c'est extraordinaire, c'est un auteur prolifique, scientiste, anticlérical. Et pourtant, il adhère à cette histoire de palingénésie planétaire. Et vous savez pourquoi l'idée d'extraterrestre n'a pas germé à cette époque? On m'a souvent demandé, mais Flammarion défend la pluralité des mondes habités. Il a aussi parlé des bradis, Flammarion. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. Flammarion, c'est le premier scientifique, enfin, on ne dit pas scientifique, le premier savant qui va, par la SAF, avoir des notifications de ce qu'on appelle aujourd'hui les PAN, les phénomènes non identifiés. Et il va les consigner, etc., dans un livre que j'ai acheté chez un antiquaire, qui m'a un peu coûté cher. Et il a un catalogue de ces phénomènes, dont j'ai écrit un livre là-dessus. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Je parle de film. Je parlais de Louis Figuier, en fait. Ah, Figuier, voilà. Et Figuier, lui, est un rationaliste pure souche. Et il va attaquer tout ça. Lui, il pense que ce sont des bêtises. Ah oui, voilà, non, c'est pas pour ça. C'est parce que, quand on parle de la pluralité des mondes habités chez Flammarion, il ne pense pas à des extraterrestres, en réalité, à des mondes, comme on dit en exobiologie aujourd'hui, en astrobiologie, des civilisations intelligentes ailleurs. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il y a des êtres, des humanités célestes qui sont les nôtres, mais réincarnés ailleurs, sous d'autres enveloppes. Et ça va être repris par les Mormons, par Joseph Smith, qui va faire une théologie bizarre, qu'on appelle la théologie de l'homme-dieu, où Smith va dire aux Mormons, Dieu fut un homme comme vous, comme nous l'avons été, et nous pouvons être des dieux à notre tour sur d'autres planètes. Et c'est pour vous dire que cette histoire de palingénésie cosmique a été énorme à l'époque, ça a eu une influence énorme. Et Flammarion, par contre, c'est quand même intéressant. À la fin de sa vie, quand vous lisez l'Astronomie populaire de 1925, sa dernière publication, ils ont refait une mise à jour, enfin pas à 100%, mais il y a beaucoup d'éléments, et dedans il met, c'est intéressant, il va dire qu'au final, il pense que les planètes sont peut-être habitées par des êtres qui ont bâti des situations comme ici sur la Terre. Donc c'est intéressant, donc on voit qu'il a évolué quand même. Hein. Il a évolué avec l'âge, il a abandonné certainement cette théorie de Jean Reynaud qui a fait des dégâts à l'époque. En fait, cette théorie a empêché l'éclosion d'une vision, on va dire, extraterrestre du monde, mis à part pour deux planètes, Mars et Vénus. Voilà. Mars, c'est les Martiens, comme vous le savez, et Vénus, c'est les Vénusiens qu'on voyait comme des grands blonds, etc. Et d'ailleurs, on peut les contacter des enfants. Ben voilà, donc, alors je sais pas si ça vous intéresse, la présidente, Madame Blom, m'a dit j'ai des livres si vous voulez acheter des livres que j'ai écrits, sinon c'est pas grave. Je les ai amenés là. Et puis je voulais vous offrir pour la bibliothèque 2 ouvrages que j'ai écrits, et je vous signale que ma biographie Flammarion, qui fait 800 pages,
va sortir en octobre. Et mon... Oui, ça, en fait, je tiens aussi, il y a ma femme qui devait venir, elle n'a pas pu venir parce qu'on a un chat qui est malade. On ne sait pas s'il a un cancer, le pauvre, ou s'il a... Alors, elle est très mal, parce qu'on a... Ah ben d'accord. Donc elle s'excuse, serait bienvenue avec moi, hein, parce qu'elle a participé au livre des Bradites, elle fait les dessins. Et ma femme est une flammarionienne. La bibliothèque de... Voilà. Alors, comme me dit ma femme, j'en ai marre de Flammarion, parce que chez nous on vit comme au 19e siècle. C'est pas loin. Moi, mon rêve, c'est d'éclairer en pétrole maintenant. Il y a quelqu'un qui est intéressé pour acheter un livre sinon? Sinon, moi, je les ramène. Hein. Personne? Personne? Bon, c'est pas grave. Alors, allez, je finis tout ça. Merci beaucoup alors. Hein. Mais de rien, je vous remercie. Je remercie à vos bibliothécaires là-bas qui revient du Japon. Alors, je voulais vous dire aussi, je vous inviterai bien, je suis en train de faire un observatoire chez moi, on est en plein de travaux, la présidente a mis les travaux, et je vais mettre sous coupole un instrument d'époque, et mon but, c'est faire de l'astronomie patrimoniale. C'est-à-dire, je veux démontrer que les optiques du XIXe siècle étaient faites d'artisans comme Secrétan, comme Grégoire, etc., valent bien nos apochromatiques actuelles. Et ça, je vais essayer de le démontrer. Donc, parce que quand vous mettez une caméra moderne avec ces instruments-là, je peux vous dire, ça dépote du la SAF aussi. Donc voilà. Mais écoutez, merci encore. Merci encore. Hein.